ses parents la dernière fois, nous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Merci de votre fidélité sans cesse à nous renouveler. Nous serions pendant ces 52 minutes à parler d'un ouvrage. Il s'agit de celui que je tiens là, entre les mains, les grandes figures du Cameroun de 1780 à 1960. L'auteur n'est autre que le professeur Samuel Nélé. Bonjour, bonsoir, prof. Bonjour. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle professeur, vous en êtes quand même un. Oui, vous savez, il y a les enseignants qui sont plus discrets que d'autres. Hein. Mm-hmm. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, donc professeur, ce ne serait pas absolument circonscrit tout ce que j'ai fait dans la vie. Oui. Mais enfin, professeur, oui. C'est l'une de vos casquettes. C'est une de mes casquettes. Voilà. Donc nous avons donc le privilège d'avoir ici Samuel Nélé. Ça se vend beaucoup plus quand on dit Samuel. Voilà. Nélé. Parce que là, je suis Samuel Nélé. On apprend à vous découvrir comme ça chaque jour. Voilà. Donc il y a quelques jours seulement, nous sommes en fin juin 2017, vous organisiez une cérémonie dédicace de cet ouvrage que j'ai entre les mains, les grandes figures du Cameroun. Oui. Et on va vous proposer, chers téléspectateurs, tout de go, un reportage pour que vous reviviez ces instants, j'allais dire importants, de la vie d'un auteur, l'auteur que vous êtes. Le reportage est signé Hervé Mokouré. 7 personnages historiques du Cameroun, rigoureusement et scientifiquement sélectionnés, dont les faits d'armes s'étalent dans l'intervalle de 2 siècles, racontés dans un ouvrage de 292 pages divisé en 8 chapitres. Les grandes figures du Cameroun de 1780 à 1960. C'est le titre de l'ouvrage du professeur Samuel Nélé, officiellement présenté au public au cours d'une cérémonie dédicace qui a drainé du beau monde. L'auteur, enseignant et chercheur dans les universités d'État du Cameroun fait un zoom sur ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Les célèbres comme Douala Mangabel, Charles Atangana, Ruben Oumniobe, Juan Joya, mais aussi les peu connus tels que le pasteur Lotina Samé, Modibo Adama et surtout le grand guerrier Oumar Adjara. Toutes ces figures emblématiques ont un fil conducteur commun. Le souci de leur indépendance. Le souci de ne pas dépendre d'autrui. La fierté nationale. La fierté d'être Camerounais. Voilà. Et de se réclamer Camerounais. De défendre le Cameroun. Tout point de vue. Le professeur Samuel Nélé, qui justifie la motivation de cet ouvrage du fait de l'ignorance de l'histoire de notre pays faite à travers l'apport de ces personnages, a dû fouiller pour avoir des informations essentielles. Je me suis efforcé à aller fouiller dans les archives du musée ou dans ce qui restait du musée national, où j'ai trouvé beaucoup de travaux qui avaient été réalisés sur les grandes figures que je vous ai proposées dans une revue qui s'appelait, parce qu'elle a disparu, les études camerounaises, qui m'ont fait découvrir ces gens-là. J'ai également profité des travaux tout récents qui ont été faits par le département d'histoire. Pour les participants à cette séance dédicace, c'est un véritable trésor qu'entend mettre à la disposition de la postérité le professeur Samuel Nélé. Satisfaction globale donc. J'ai découvert encore certaines personnes que je ne connaissais pas. Et le Camerounais a intérêt à connaître. Ça, c'est le livre à mettre à l'histoire, au programme à l'histoire du Cameroun. Tous les jeunes, même s'ils ne sont pas en train, même si ce livre n'est pas au programme, doivent avoir ce livre. Parce que ce livre contient exactement toutes les difficultés qu'ont eu ceux qui ont apporté la fierté au Cameroun. Je pense et j'espère que l'idée qu'il a eue va inspirer beaucoup d'autres Camerounais et surtout des historiens camerounais pour qu'ils apprennent aux jeunes Camerounais à connaître l'histoire de leur pays. À l'issue de cette cérémonie brève et agréable, de nombreux invités ont eu l'insigne honneur de voir leur ouvrage dédicacé par l'auteur.
C'était là un reportage signé Hervé Moukouri. Vous en savez peut-être autant que nous sur ce qu'est ce livre et puis son auteur. Nous n'aurons pas fini, nous n'aurons pas épuisé, n'est-ce pas, nos interrogations. Professeur, vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage? Non. Ouais. Il y a par exemple celui-ci des communautés traditionnelles aux communautés urbaines, paru en 1990. Oui. Alors, celui-ci, vous le placez dans quel genre littéraire? On ne va pas faire dans un exercice universitaire, mais on voudrait quand même savoir. C'est un essai sur l'histoire du Cameroun. Je dis un essai sur l'histoire du Cameroun. Et on peut se poser la question s'il ne s'agit pas d'une œuvre, j'allais dire, collective. Lorsque vous dites que c'est un... vous avez regroupé, n'est-ce pas, des articles qui, en d'autres temps, paraissaient dans des revues. Vous en avez cité une, et il y en a une qui a disparu, Afouacom. Non, Afouacom, c'est moi qui ai créé Afouacom. C'est mon journal. C'est mon journal, et j'ai publié beaucoup d'articles concernant ces grands hommes-là dans Afouacom. Donc vous voulez vous rassurer donc maintenant, c'est ce que la plupart des gens font. Maintenant, quand les articles ont été publiés et tout, on revient sur ça pour faire un ouvrage, n'est-ce pas, qui regroupe l'ensemble des articles, mais qui est un peu plus élaboré que ce qui a été fait dans les articles. Bon, les articles sont généralement réservés à un public très, très, très select qui s'y connaît et tout. Alors que ça, c'est un ouvrage grand public. C'est un ouvrage de vulgarisation qui s'appuie sur des données précises et qui doit permettre aux Camerounais de connaître leur propre histoire. De ne pas, n'est-ce pas, se laisser entraîner par des falsifications et par des gens qui tirent toute la couverture à eux. Il faut que les Camerounais connaissent les faits qui se sont produits. C'est ce que j'ai essayé de rapporter à travers cet ouvrage, qui est un ouvrage finalement qui a été réalisé petit à petit. Si je vous disais que les premiers articles que j'ai publiés dans Afouacom datent de 1982, vous voyez la patience et l'effort que j'ai fait pour revenir sur ce que j'avais déjà écrit, pour enrichir encore ce que j'avais déjà fait, etc. Et vous dites dans cet ouvrage, d'ailleurs on l'a relevé dans le reportage, que vous avez dû, n'est-ce pas, rentrer dans certaines archives. Oui. De l'imprimerie nationale. Non, pas de l'imprimerie nationale. L'imprimerie nationale date d'hier. C'est la démarche même du chercheur, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont vécu à l'époque de ces grands contemporains, là, de ces grands hommes-là. Il y a des écrits qui ont été faits sur eux. Moi, je n'ai pas vécu pendant leur époque. Donc, pour savoir ce qui s'est passé pendant cette époque-là, j'ai été chercher dans les archives qui parlaient d'eux, etc., pour pouvoir tirer de l'ensemble de tout ça les conclusions qui devaient m'amener à faire leur biographie. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a une revue qui a disparu, cette revue a dû disparaître vers 1950, que j'ai retrouvée et qui parle, c'est sur cette revue-là que se basent tous ceux qui ont créé ces revues, parce qu'il y a eu plusieurs numéros, je ne sais plus combien, que se basent tous ceux qui ont écrit l'histoire du Cameroun. Alors tout à l'heure, c'était un lapsus lingué, les archives nationales. C'est pas, oui, si vous voulez appeler ça. Voilà. Donc, vous avez donc, au fil de ce côté, c'est donc pour ça que vous nous avez sorti, n'est-ce pas? C'est carrément un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qui peut justifier, n'est-ce pas, la limitation 1780-1960? Pourquoi à partir de 1780? Parce que, oui, 1780, parce que j'ai pris les dates de naissance de mes héros. Disons que Modibo Adama, qui est le plus ancien de tous, est né autour de 1780. Vous voyez? Le plus jeune d'entre eux, c'est Oumiobe, qui est né en 1913.
si on prend la chronologie du Cameroun. Et là, vous me coupez l'herbe sous les pieds, on va parler d'eux, on va parler de chacun d'eux, puisque ça, cela rend d'ailleurs en droite ligne de la chronologie, la structuration même, n'est-ce pas, de ce livre. Et parlant de Modibo Adama, beaucoup ne le connaissent pas, on connaît l'Adamawa, c'est vrai, probablement, n'est-ce pas, une influence de ce nom, Modibo Adama, qui a lutté du côté de l'extrême nord, ce que nous appelons aujourd'hui l'extrême nord. Du Grand Nord, j'allais dire, contre les Allemands. L'extrême nord, appelons ça comme ça. Le septentrion. Bon, le septentrion, c'est mieux. Modibo Adama, c'est quelqu'un, si on tient compte des frontières d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né au Nigeria, dans un petit village qui s'appelle Gourin. C'est un Peul. Et les Peuls vivaient sous la domination de païens. Les Peuls étaient, et restent d'ailleurs, des éleveurs nomades, tandis que ceux qui les dominaient et qui étaient païens étaient des agriculteurs sédentaires. Alors, petit à petit, les Peuls se sont sédentarisés, donc sont devenus aussi des gens de villages précis, mais ils étaient sous la domination de ces païens-là. Et ils se sont islamisés. Et lorsqu'ils se sont islamisés, ils ont donc réalisé qu'ils étaient sous la domination des païens. Vous savez que l'essentiel pour les musulmans, c'est de convertir ceux qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et de les ramener dans leur cercle qui a un chef religieux et temporel en même temps. Alors, ils avaient un grand chef qui, lui, résidait au Nigeria et qui s'appelait Dan Fodio. Dan, c'est le fils de Fodio. Et ce Dan Fodio-là, c'est un grand prédicateur musulman. Et il a prêché la djihad, c'est-à-dire qu'il a demandé aux Fulbé, aux Peuls musulmans, de se libérer de païens sédentaires pour instaurer la religion musulmane. Et il a passé l'étendard, on appelle l'étendard du djihad, c'est-à-dire il a dit de continuer la guerre sainte dans les régions éloignées du Nigeria. Et c'est Modibo Adama donc qui a pris le flambeau de la guerre sainte et qui a continué cette guerre-là dans les régions éloignées du Nigeria et qui a conquis tout ce qu'on appelle aujourd'hui la province du Nord et la province de l'Adamawa. Quant à l'extrême nord, on verra. On verra. D'accord. Donc ça, c'est la petite histoire. Hein. Là, vous nous ramenez, n'est-ce pas, dans ce que nous avons appris il y a des temps. On parlait justement d'Anfodio. Et puis voilà. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de Modibo Adama. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans les images. C'était un vaillant guerrier. Mais on va Alors pourquoi je dis qu'il fait partie du Cameroun? C'est tout simplement que Modibo Adama, il est mort en 1847. Et après sa mort, ce sont ses enfants qui ont pris sa succession. Comme il a institué les lamidas, c'était son mode de gouvernement, c'est-à-dire qu'il arrive, il fait, bon, toi tu es l'amido de ceci, c'est une petite subdivision du territoire. Eh bien, lorsqu'il est mort, les lamidos, on dit lamibé pour le pluriel, les lamibés se sont mis à se révolter contre celui qui a succédé à Modibo Adama. Donc, disons, l'émirat Peul que Modibo avait créé s'est fragilisé et a prêté le flanc aux attaques des Allemands qui
qui était en train d'élargir le Cameroun. Donc le Cameroun a été englobé, les Allemands ont permis d'englober la presque totalité des lamidas qui avaient été créés par Modibo Adama au sein du Cameroun. Donc, c'est comme ça que le nord est devenu camerounais. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que les Allemands n'avaient pas pu conquérir tous les lamidas. Ils n'ont pas conquis le lamida même de Modibo Adama. Ce lamida a été plutôt conquis par les Anglais et qu'il a incorporé au Nigeria. Voilà. Donc il y a toute une histoire à partir de Modibo Adama, toute une histoire. C'est Fulbert qui migre du Mali au nord Cameroun. Il y a d'ailleurs une histoire, n'est-ce pas, qui voudrait qu'on dise que nous avons de très bonnes relations avec ce pays frère. Hein. Voilà. Non, on ne va pas l'évoquer ici. Et puis en lisant en diagonale ce livre, on se rend compte que Modibo, effectivement, vous l'avez dit, c'est le fondateur de la Damawa, mais qui sera annexé plus tard par les Allemands au Cameroun. Le Cameroun. Voilà, c'est un peu cela. Bon, dites-nous, Modibo, il rentre quand même dans l'histoire, il va affronter les Allemands. Non, je vous ai dit, Modibo, il est mort en 1847. Ses descendants. Ce sont ses descendants. Il a eu deux successeurs, Sanda et puis Lawal. Ce sont eux qui ont été attaqués par les troupes allemandes et qui se sont donc rendus aux troupes allemandes, ce qui a permis aux Allemands d'incorporer la Damawa dans le Cameroun. Et lorsqu'on parle du Cameroun, c'est avec à cette époque, parce que les Allemands... Vous voyez bien que c'est écrit avec K dans le livre. Le K sera remplacé par le C lorsque ce sort seront... Non, n'entrez pas dans ce débat-là, il est trop compliqué. D'accord. Voilà. Bien, autre figure, là tout à l'heure c'était à l'écran Modibo Adama, autre figure pas très connue, enfin bien connue celle-là. Maintenant, Rudolf Douala Mangabel, j'allais dire. Ah oui, Rudolf, lui, il est connu parce qu'il est né au Cameroun. Le Cameroun était indépendant. Il est né au Cameroun avant que les Allemands n'arrivent. Ce monsieur-là, il est né en 1872. 1872, dans ce que les Anglais appelaient Camerouns. C'est avec deux O et un S à la fin. Donc vous voyez que le Cameroun devient un protectorat allemand à la suite des accords qui ont été passés entre les chefs de l'époque et les Allemands. Le Cameroun devient un protectorat allemand en 1884. À ce moment-là, M. Douala Manga a 12 ans. Il ne sait pas parler en allemand, il ne parle que sa langue natale, qui est la langue Douala. Bon. Mais il entre à l'école créée par les Allemands, je crois en 1892. Et puis, ses parents l'envoient en formation à l'étranger, etc. Il rentre en 1896 à Douala. Il est comme tous les jeunes hommes, il grandit et tout, et tout, et tout. Et en 1908, son père à lui, qui avait succédé à son grand-père, qu'on appelait King Bell, et dont beaucoup disent qu'il est signataire du traité. Germano-Douala, Camerounais, j'allais dire. Le Cameroun-Douala, oui. Ce qui est très contesté et contestable. Devient donc... en tout cas, vous trouverez tout ça dans le livre. Nous n'avons pas la prétention de tout servir aux téléspectateurs. Il est coopté par les Allemands pour devenir donc le chef du clan des Bels. Alors, le clan des Bels est totalement opposé au Bonapriso parce que les Bonapriso occupent ce qu'on appelle aujourd'hui Bonanjo, le plateau Jos. Le plateau Jos.
Donc, la plus grande portion est occupée par les Bonapriso et les Belges occupent une petite... Mais seulement les Priso s'opposant trop aux Allemands, on préfère donc céder la place de King à Douala Manga. Mais les Allemands n'aiment pas beaucoup le mot King, donc ils l'appellent chef supérieur. Il le coopte donc pour devenir le chef supérieur de l'ensemble de tout ça. Parce qu'il pense que, comme Douala Manga était en Allemagne, il parle allemand, c'est facile de s'entendre avec lui. Et l'objectif qu'ils assignent à Douala Manga, c'est convaincre tous les habitants de Bonanjo, donc du plateau Jos, de céder leur terre aux Allemands. C'est là que Douala Manga se rebiffe et dit mais non. Parce que le plan des Allemands était de récupérer ces terres, d'envoyer les gens de là, qui habitent là, dans des nouveaux lotissements qu'ils ont appelés New Bell, et de séparer New Bell du plateau Jos par un no man's land de 1 km et de créer l'apartheid en disant toi, Douala Manga, tu vas donc être le chef des Noirs qu'on va parquer là-bas, etc. C'est là que Douala Manga se rebiffe et dit non, jamais. Donc je raconte toutes les péripéties jusqu'à ce que Douala Manga soit donc condamné à mort par les Allemands. Et je raconte comment, après qu'il ait été condamné à mort, donc il est pendu le 8 août 1914 à Bonanjo. Mais ses partisans subodorent que la guerre va éclater entre les Anglais et les Allemands. Les Anglais qui sont au Nigeria à côté, bien, les Allemands qui se trouvent dans la ville de Douala, les partisans de Douala Manga vont prendre attache avec les Anglais. Les Anglais, qui sont les alliés des Français, vont donc attaquer les Allemands et prendre Douala. Vers décembre 1915. Tous les Allemands vont donc s'enfuir en Guinée équatoriale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Malabo. Bon. Les Français vont signer un accord après avec les Anglais pour qu'on leur cède la ville de Douala, ce qui va courroucer les gens de Douala parce que ils ne connaissaient pas du tout les Français. Il n'y avait jamais eu de contact avec les Français. C'est de là que les partisans de Douala Manga seront donc les premiers à demander l'indépendance, puisque la France qui voulait annexer Douala et tout ce qui était dans l'arrière-pays, la Société des Nations leur a dit non, vous ne pouvez pas annexer, ce sera des territoires ou un territoire sous mandat. Mais on va vous accorder seulement le mandat d'administrer le Cameroun. Donc sur le plan juridique, le Cameroun n'a jamais été ni une colonie allemande, ni une colonie française, ni une colonie anglaise. Bon, tout ça... On l'a dans le livre. Il faut d'ailleurs dire, à quel moment Ngosodine, parce qu'il faudrait, chaque fois qu'on parle de Douala Manga le 8 août de chaque année, on pense également à Ngosodine. Oui, Ngosodine, c'était un jeune qui connaissait l'allemand. Il avait été à l'école allemande et à un moment, il a même servi comme secrétaire au niveau du gouverneur allemand. Mais par la suite, quand les problèmes sont compliqués, il s'est mis au service de Douala Manga. Et c'est lui donc que Douala Manga et les gens de Douala ont envoyé en Allemagne défendre le projet le refus de l'expropriation du plateau Jos et le refus de l'institution de l'apartheid à Douala. Donc il est parti là-bas. Comme le problème a évolué et que on ne voulait rien entendre
Douala Manga a franchi une étape supérieure en demandant cette fois-ci le départ des Allemands. Et pour ça, il a pris contact avec les chefs de l'intérieur, ce qui a courroucé les Allemands. Donc, les Allemands ont considéré Ngosodine comme le pion de Douala Manga qui devait faire savoir au monde entier ce que Douala Manga mijotait et puis surtout l'indépendance qu'il recherchait. Donc, Ngosodine a été arrêté en Allemagne et ramené à Douala où il a été pendu le même jour que Douala Manga. Ah ben le pauvre Ngosodine. Bon. Ouais, je pense qu'il y a même quelqu'un qui est en train de faire un bon ouvrage sur Ngosodine. Je pense que cet ouvrage il est déjà sorti. Bon, ben, cet ouvrage-là, il l'a fait sous forme de la forme littéraire qu'il a engagée, c'est le théâtre. Il y a un théâtre sur Douala Manga, sur Ngosodine, pour commémorer cet homme-là qui est mort très jeune. Il n'était même pas marié. Parce que je ne sais même pas s'il n'avait pas atteint 30 ans lorsqu'on l'a tué. Voilà. Donc, professeur Samuel Neley, il faut, pour la gouverne des téléspectateurs, on vous appelle professeur, il faut dire que vous êtes un enseignant-chercheur dans plusieurs formations universitaires. Vous faites dans la recherche scientifique et technique. Vous êtes un ancien membre du comité permanent de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Vous avez été parmi les premiers donc, à faire fonctionner une société de droit d'auteur Cameroun. Vous savez donc, chers téléspectateurs, que c'est une personne de ressources que nous avons ici et qui a plusieurs casquettes. Bon voilà, on va laisser, on va partir, n'est-ce pas, de Douala Manga Bel pour nous intéresser à quelqu'un d'autre qui, je dois l'avouer, est moins connu que les deux premiers et même moins connu que Modibo Adama. Lui, c'est Oumar Adjara. Oui. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? Oumar Adjara. Où est-ce que j'ai été trouvé? Celui-là, Oumar Adjara. Bon, c'est une petite histoire. Ça fait très vieux. Vous voyez, je ne suis pas jeune. Hein? En 1976, comme par hasard, j'avais été nommé directeur général adjoint de l'Office national de la recherche scientifique et technique. Et mon patron, c'était le professeur Ganji, qui était professeur de médecine, qui avait été nommé directeur général de l'Office national de la recherche scientifique et technique, cumulativement avec ses fonctions de vice-chancelier de l'université de Yaoundé. Donc, comme il ne pouvait pas passer, qu'il ne pouvait pas faire les deux, faire chancelier et faire directeur général, en tout cas, il passait le clair de son temps à diriger l'université. Donc, en fait, j'assurais pratiquement l'intérim, j'étais comme le directeur général de l'office, et tous les rapports donc convergeaient vers moi. Et c'est à cette époque-là que je vois un ouvrage, il était dactylographié d'ailleurs. L'ouvrage parle... Oui. C'est donc cet ouvrage qui parle de Oumar Adjara, né en 1867. Oui. Non, né en 1860 plutôt, et puis est décédé en 1928, Oumar Adjara. Voilà. Donc vous retrouvez, n'est-ce pas, je retrouve là-dedans, le livre, à l'époque, s'intitulait Le royaume du Wandala. Et je lis, et je découvre qu'il y a un certain monsieur là, qui s'appelle Oumar Adjara, qui est un personnage central que les Camerounais ne connaissent pas. Donc je fais un article sur cet Oumar Adjara. Et quelle est la spécificité d'Oumar Adjara? La spécificité d'Oumar Adjara, c'est que il n'est pas peul,
il ne fait pas partie des païens du Nord, mais il est le chef d'un royaume qui s'appelle le Wandala. Et que le Wandala avait été attaqué par le royaume du Bornou, par un monsieur que tout le monde connaît, Rabat. Rabat a attaqué donc le royaume du Bornou. À ce moment, la capitale du Wandala se trouvait dans un petit village qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle Doulo. Et les gens du Bornou sont venus, ils ont massacré tout le monde. Le père d'Oumar a été massacré, enfin on l'a amené en otage. Tout le monde a été massacré. Heureusement, Oumar a réussi à s'enfuir pour organiser la résistance contre les Bornouans, qui est essentiellement composé d'Arabes Shoah. Eh bien, il résiste contre les Bornouans en se réfugiant dans la ville de Mora. Il renforce les fortifications de Mora. Pendant près de 2 ans, les Bornois qui étaient super armés n'arrivent pas à vaincre Mora, donc à asseoir leur autorité sur le Wandala. En même temps, alors, les Français attaquent les Bornois dans la ville de Kousséri. Et Rabat s'en va défendre ses frontières de Kousséri parce qu'il avait conquis tout ça jusqu'à Kousséri. Et là-bas, il est tué par les Français, je crois en 1901. Et du coup, les Bornouans qui assiégeaient Mora ont levé le siège pour s'enfuir. Donc, Yara avait pu libérer Mora comme ça. Mais c'est à ce moment-là aussi que les Allemands l'attaquent. Il n'a plus de réserve. Il accepte donc que le royaume du Wandala soit rattaché, soit incorporé au Cameroun. Voilà le Cameroun, comment il se forme. Il est en train de s'agrandir. Le fameux Cameroun, avec K. Et alors, il n'est pas content du tout. Il dit, comme il est trop récalcitrant, les Allemands l'envoient en exil dans un coin, dans une petite ville qui existe encore, mais qui est, je crois, aujourd'hui en Centrafrique, et qui s'appelle Bangor. Oui. Alors, il est là-bas à Bangor, il ne fait que penser à ce qui se passe à Mora. Un jour, il apprend que les Anglais et les Français ont attaqué les Allemands au Cameroun parce qu'ils veulent chasser les Allemands du Cameroun. Il dit qu'il n'a pas les moyens, mais il envoie des émissaires auprès des Français et des Anglais pour leur dire: si vous ne pouvez pas prendre Mora, puisque c'est moi qui ai créé les fortifications de Mora, personne ne peut prendre Mora, il n'y a que moi. Donc les Alliés envoient le chercher. Ils le ramènent au Wandala. Ils disent: mais là, dis-nous comment on peut prendre Mora. Et il y avait les voies de ravitaillement, parce que quand tu es à Mora, si tu n'es pas ravitaillé, tu n'as rien à manger, tu ne peux pas tenir le siège longtemps. Il leur dit: voilà les pistes par lesquelles il faut passer pour ravitailler. Si vous bloquez ces pistes-là, les gens qui sont en haut là, ils ne peuvent plus rien faire. C'est ce que les Alliés font. Finalement, les Allemands sont affamés. Et ils capitulent. Ils capitulent. Voici Mora qui est libéré. Et c'est en ce moment-là que les Allemands sont déclarés officiellement vaincus au Cameroun. Vous voyez que ça valait la peine quand même. Oui, mais ça valait la peine de parler de lui, Oumar Hadjara. Maintenant,
il avait fait ça avec l'espoir que les Anglais et les Français allaient le récompenser en maintenant l'intégrité de son royaume. Non. Les Anglais et les Français ont plutôt divisé son royaume en deux. Une partie est partie au Nigeria, une autre partie est partie au Cameroun, qu'on appelait finalement le Cameroun français. On va voir. Mais la particularité de cette affaire-là, c'est que la frontière artificielle qu'ils ont créée suit le cours du Mayo Kerawa. Et vous voyez que toutes les attaques de Boko Haram, c'est par Kerawa. Pourquoi? Parce que, et ça c'est mon sentiment, les Wandala estiment qu'ils sont des deux côtés de la frontière. Et que la division, la ville de Kerawa, n'est ni nigériane, ni camerounaise. Il en est de même des villes qui sont proches, telles que Kolofata et un peu plus loin Limani. Et que Mora est leur capitale. Et c'est pour ça que vous voyez les attaques récurrentes à Mora. Ça, c'est une explication que je donne comme ça, après avoir analysé... On gagnerait à suivre également cette liste. À suivre. Voilà. Donc voilà, ce monsieur-là, il n'était pas connu, mais il était bon qu'on sache que si jamais Omar Aguara n'était pas intervenu, le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que les Allemands n'auraient pas été vaincus au Cameroun. Défaite cuisante donc pour les Allemands à Mora grâce à Omar Adjara. Voilà. Il y a un autre, on va parler de lui. Lui, c'est le roi Njoya. Son histoire, lui, il est très connu. On le connaît. Oui. Son écriture, tout ce qu'il a fait, c'est de 1867 à 1933. Voilà. Le grand Njoya, le roi Njoya. Le roi Njoya. On dit de lui que ce fut un génie. Oui. Parce que Njoya, contrairement à ce que c'est l'esprit scientifique, l'esprit curieux, qui veut savoir comment les autres ont fait ceci, pourquoi nous on ne peut pas faire. Il a découvert justement l'écriture auprès des Peuls musulmans. Mais comment? Les gens là, parce que lui c'est un peuple païen, les gens là, ils savent écrire, ça veut dire que on peut transmettre les ordres à quelqu'un qui n'est pas à côté sur un papier. Mais ça c'est... Comment ils ont... Et je vois qu'ils font des signes là. Moi aussi je vais essayer de créer ces signes là. Bon, il a peiné, mais après peut-être plus de 10 ans, plus de 15 ans même, il a réussi à faire son écriture qu'il a appelée l'écriture Shomom. Et vous voyez que Njoya... roi et sultan de Bamou. Il était roi, sultan, tout simplement parce que au moment de prendre le pouvoir, les gens ne voulaient pas lui donner la chefferie. Donc il s'est allié aux Peuls de Bagno qui lui ont dit, si tu veux être chef, il faut te convertir. Et il a eu la sagesse de dire, ok, moi, ma famille devient musulmane, mais vous ne pouvez pas obliger tout mon peuple à devenir musulman. Aidez-moi à prendre le pouvoir. Maintenant, s'il y a parmi le peuple ceux qui veulent devenir musulmans, mais n'obligez pas tout le monde à devenir musulman. Donc, c'était la convention que les non-peuls qui se convertissent à l'islam et qui deviennent chefs, on les appellera sultans et non palamido. C'est pour ça que Njoya est sultan. Merci pour cet éclairage. Et on pourra aussi comprendre pourquoi, du côté du Grand Noun, le peuple Bamoun, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans, une espèce de syncrétisme religieux. Absolument. Parce que
les chrétiens sont, disons, les premiers missionnaires sont arrivés à Fumban en 1903, bien après. Hein? Bon, comme il avait dit que tout mon peuple ne sera pas musulman, il a aussi bien accueilli les chrétiens, les missionnaires de la mission de Bâle, amenés par les Allemands. De la même manière, il les a accueillis de la même manière qu'il a fait entrer l'islam à travers les conventions qu'il avait eues avec le Lamido de Bagno. Professeur, on va dire que Njoya, qui se soumet au Cameroun avec K, aux Allemands donc, va plus tard, n'est-ce pas, se soumettre également aux Français. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Français vont le destituer. Oui, disons que c'est pas les Français qui ont conquis le pays Bamoun. Une fois encore, ce sont les Anglais. C'est les Anglais qui ont occupé Bamoun. Mais à la suite des accords entre les deux alliés, l'Angleterre et la France a demandé aux Anglais de leur laisser le royaume Bamoun. Donc les Anglais se sont retirés et ont donné le royaume à la France. Et la France s'est empressée de destituer Njoya, qui est mort en exil à Yaoundé. Devrait-on comprendre que, dans ces choses-là, on va parler de la politique, on n'est pas éternellement amis. C'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, vous êtes alliés, demain, quand ça ne va pas, on vous écarte. Les intérêts d'un pays ne sont pas forcément liés à des amitiés immuables. Vous voyez, Njoya en question, c'était l'ami de Fulbé, l'Amido de Bagno. Mais lorsque l'Amido de Bagno lui-même a été vaincu par les Allemands, Njoya s'est dit qu'il vaut mieux se rallier aux Allemands pour ne pas subir des destructions chez moi. Oui. Voilà, professeur, nous allons nous intéresser maintenant à Ndi Fisawa. Lui, c'est Lotine Samé, qui a fait beaucoup de choses. Lotine Samé, c'est un intellectuel. Un intellectuel dans ce sens que il a fait ses études à Douala, mais il a fait ses études en langue allemande. Et il est entré dans les séminaires que les missions protestantes de l'époque avaient ouverts à Douala. Il est devenu pasteur. Il était en même temps aussi mystique, parce qu'il avait une conception en lui. Mais Lotine Samé, dans sa prédication, a vu la misère dans laquelle le peuple noir était plongé. Et il y avait à côté une église qu'on appelait la NBC, qui avait été créée par les premiers missionnaires de l'époque. La Native Baptist Church. La Native Baptist Church, qui prêchait la libération par l'évangile. Donc, Lotine Samé a été très influencé par ça. Et il s'est dit, mais comment? C'est l'évangile qui peut libérer le noir. Et il s'est mis à prêcher donc la libération par l'évangile. Et il disait que c'est le peuple noir libéré qui sera la lumière du monde entier plus tard. Et il a pris des contacts avec des Noirs américains de l'époque, notamment un certain Marcus Garvey, qui étaient des prédicateurs qui voulaient la libération du monde noir, du joug des Blancs. Bon, malheureusement pour Lotine Samé, la France a eu l'administration de la partie dans laquelle il prêchait, c'est-à-dire dans la partie du Cameroun oriental. Et la France s'est mise à le pourchasser.
Et toutes les histoires qui sont racontées là, c'est toutes les misères que Lottin Samé a vécues sous la France. Parce que la France pensait qu'il disait ça parce qu'il voulait que les Allemands reviennent au Cameroun. Alors que Lottin Samé, maintenant, il prêchait la libération. C'est-à-dire, il ne voulait plus du joug étranger. Voilà, professeur, on va vous proposer à tous nos téléspectateurs, n'est-ce pas, aussi des témoignages sur Lottin Samé. Le premier, ce sera un choriste, parce qu'il a, vous avez dit, il a été inspiré, il a écrit beaucoup. Pour lui, c'est une espèce de nationalisme messianique. Vous le relevez, n'est-ce pas, dans votre livre. Exactement. Il a écrit beaucoup de chansons. Beaucoup de chansons. J'ai dit là, il a écrit plus de 400 chansons. Voilà. Et il y a un choriste qui nous dit qu'on n'a même pas encore réussi à regrouper et à exploiter toutes ces chansons. On va suivre ce premier extrait, n'est-ce pas, d'un choriste, n'est-ce pas, influencé par les œuvres ou l'œuvre immense de Lottin Samé. Ok. Avait de l'inspiration par rapport aux situations qu'il vivait. Il va ici, on dit qu'il ne doit pas baptiser, il y a des caïmans qui vont arriver, des crocodiles, etc. Mais il vient, quelque chose lui passe à l'intérieur, c'est ça l'inspiration. Et il sort des paroles qu'à la limite lui-même ne connaît pas, qu'il vit à la limite, comme, c'est-à-dire qu'il constate en même temps que les autres. Ce pas des choses qu'il préparait avant. Et c'est dans cette logique que, n'est-ce pas, lui qui a composé plus de 400 cantiques, que Ndera Loba aujourd'hui essaye de ramasser et de ne pas perdre tout cet héritage. Et donc Ndera Loba est tout à fait en droite ligne de ce que Lottin a fait et essaye de... D'ailleurs, ce travail n'est pas achevé. C'est-à-dire tous les chants de Lottin ne sont même pas encore mis ensemble en un ensemble cohérent où rien ne se perd. On essaye de... Donc c'est tout un chantier, c'est tout un travail. On va vous proposer à présent, n'est-ce pas, le témoignage du président, l'actuel président de la NBC, n'est-ce pas, le docteur Job Emmanuel Soga. On va le suivre. Tant pour la Native Baptist Church of Cameroon, dans la mesure où il met en lumière un de ses fils les plus émérites. Car si Lottin Samé était pasteur, il était pasteur de la NBC, il a lutté pour son pays, eh bien c'est une grande contribution de la NBC pour l'épanouissement de notre nation. Donc il était important que nous le rappelions, que nous le fassions davantage savoir. Donc voilà pour ce qui concerne la NBC. Mais il s'agit aussi davantage encore de remettre ce personnage à la place qui est la sienne, de ne pas le laisser dans les oubliettes, car il peut servir d'exemple et de modèle pour les générations à venir. Car notre pays a besoin de modèles, d'exemples qu'on puisse imiter, qui est marqué par leur vie, par leur dévouement, par leur engagement positivement l'histoire de notre pays. Le combat de Lottin Samé pour la libération de l'homme noir, pour la petite histoire, eh bien, aura rencontré l'appui et le soutien d'autres grands leaders dans ce monde, tels que Marcus Garvey, qui aura soutenu son action et sa lutte, qui avait pour visée de conduire l'être, disons, l'homme africain à sa libération de la domination blanche, pour le replacer et lui redonner sa pleine dignité d'être humain. Sa bataille, cela va de soi, se poursuit par les générations qui lui ont succédé. La lutte pour l'émancipation, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui se mène et qui continuera encore à se mener. C'est le combat qui est le vôtre, c'est le combat qui est le nôtre comme Église,
car si nous prêchons l'Évangile, c'est bien pour que l'être humain parvienne au plein épanouissement et à la pleine émancipation. Voilà donc Lothin Sameh, célébré 70 ans après sa disparition. On retiendra, n'est-ce pas, de cette intervention, n'est-ce pas, que des figures comme celle-là, Lothin Sameh, Rohan Joya, Modibo Adama ou encore Douala Mangabel sont des figures, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, inspirer d'autres générations, n'est-ce pas, actuelles et même futures. Le temps manquerait, professeur, à parler de Charles Atangana, parce que là, dans ce livre, vous parlez de Charles Atangana, vous parlez de Ruben Oumiobe, le dernier, parce que ce sont 7 figures. Voilà. Vous voulez parler de qui alors? Non, je voudrais dire, on pourrait s'attendre, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas? Ce livre, n'est-ce pas, peut vous inspirer un autre livre, parce que nous sommes arrêtés en 1960. On pourrait parler, n'est-ce pas, des figures après l'indépendance également. Ben, en un mot comme Amil, qu'est-ce que vous retenez de Douala Mangabel, de Charles Atangana, lui aussi encadré par les Allemands, finalement, qui sera, n'est-ce pas, écarté par ces derniers? Non, il ne sera pas écarté par les Allemands. Au contraire, c'est le fidèle des fidèles, les Allemands. Vous savez que Douala Manga a un peu déçu les Allemands. Parce que il a défendu le point de vue de ses compatriotes au lieu de défendre le point de vue des... Donc, Charles Atangana aura beaucoup de mal à se faire définitivement nommer chef par les Allemands. Mais il sera quand même nommé chef. Mais en 1913, les Allemands ont été chassés en 1914. Donc, il n'aura été chef sous les Allemands que pendant un an. Mais il aura beaucoup œuvré, et c'est ça que moi je retiens. L'identité Béti? Pour que les Bétis soient unis autour d'une grande chefferie, même si elle n'existe plus, mais que les Bétis se sentent un. Et que dire donc de Oumiobe, de last but not the least? Moi, je pense que pour Oumiobe, il faudrait toute une émission. Voilà. Je pense. Mais professeur, on reviendra dans ce studio pour une autre émission. Mais qu'est-ce qui aura fondé? Pourquoi avoir choisi cela? Pourtant, on sait, par exemple, actuellement, on célèbre, n'est-ce pas, à Dika Mpondo Akwa. Pourquoi avoir... Moi, Dika Mpondo Akwa. J'étais votre dévolu sur ceci seulement. Vous parlez de Dika Mpondo. Dika Mpondo n'est pas une grande figure. C'est une figure. C'est une figure, ce n'est pas une grande figure. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Tout simplement parce que... Là, vous jetez un pavé dans la mare, professeur. Non. Tout simplement parce que quelqu'un ne peut pas signer un traité d'asservissement et on dit qu'il est grand. C'est Dika Mpondo qui a signé le traité qui dit que eux, les chefs, ils renoncent à la souveraineté sur leur peuple et tout et tout. Donc il est out. Il n'a pas servi le pays. Ça peut faire débat, professeur. Allons-y. Ou pour une autre émission. Pour une autre émission. Mais on va quand même vous servir, n'est-ce pas? L'actualité présente, c'est que Dika Mpondo, n'est-ce pas, est célébré par les siens. On va suivre ce dernier reportage. C'est bien qu'il soit célébré. Parce que chacun peut célébrer, même ses criminels. Hein? Voilà. Dernier reportage avant de nous séparer. Merci. Dika Mpondo Akwa, le traité du 12 juillet 1884 et la résistance face à l'administration coloniale allemande, c'est le pertinent thème qui a sous-tendu cette conférence internationale d'hommage au King Dika Mpondo Akwa. Toute une vie et toute une histoire exposée par d'éminents professeurs d'ici et d'ailleurs au grand public, Sizalassade Fed Akwa à Douala. C'est lui qui fut signataire plénipotentiaire du traité germano-camerounais et qui malheureusement ne bénéficie d'aucune attention de nos jours, mérite de porter le titre d'héros. La grande figure du canton Akwa est bel et bien le King Dika Mpondo Akwa. Vous l'avez compris, il a été un modèle puisque toutes les autres formes de résistance des autres chefs vont s'aligner sur son modèle de résistance. Héros pour avoir résisté aux Allemands, héros pour avoir dit non à l'Allemagne, mais aussi héros pour avoir eu une vision globale pour sa nation, un grand homme en somme. Nous devons reconnaître tous les grands hommes de l'histoire. Et ces grands hommes, c'est à travers des colloques comme ceux-là, des conférences comme celle-ci,
que nous pouvons rendre effectif ce qui est vrai et ce qui doit rester comme monument pour le Cameroun, exemple pour le Cameroun. Rendre un hommage au King Di Kapondo Akwa et d'autres héros se présentent au final comme un devoir de mémoire. Une ville doit vivre non seulement son présent, mais par rapport à son passé. Ça lui permet de projeter l'avenir. Voilà qui justifie le programme bien meublé arrêté par le comité d'organisation. On va avoir 2 séquences importantes. Une séquence culturelle et scientifique qui a commencé aujourd'hui avec la conférence internationale et qui se poursuivra du 5 au 12 juillet avec une exposition historique. Et puis un peu plus tard, en décembre, une séquence un peu plus festive avec un concert géant, une soirée de gala, une soirée culturelle notamment. Assassiné par les Allemands, la dépouille de ces héros sera reçue au quai de Douala en 1916. Une mort qui aura été à la fois douloureuse et bénéfique pour la nation camerounaise. King Di Kapondo Akwa aura donc résisté pour exister. Une existence qui va au-delà des frontières et du temps. Bien là, c'est un hommage rendu à Di Kapondo Akwa par les siens. Professeur, vous ne semblez pas partager cette opinion. Le débat va probablement s'ouvrir. On reviendra sur ce plateau pour en parler. Absolument. Bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est nous qui vous disons merci d'être venu éclairer notre antenne et celle des téléspectateurs de DBS. Nous n'avons pas la prétention, madame, monsieur, de vous avoir servi tout le contenu de ce bel ouvrage. Non, que non. Et on peut le trouver où, professeur? Bon, la librairie professionnelle à Bali, à côté de Golfin, la station Golfin. D'accord. Et aussi à Bonapriso, au numéro 326 de la rue Montépole. Merci donc, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Mais d'ici à là, ne décrochez pas, les programmes de DBS se poursuivent.